Depuis 3 ans, depuis le Covid, on a l'impression de vivre dans un monde totalement fou, une pandémie mondiale, une économie planétaire stoppée quasiment du jour au lendemain, une guerre aux portes de l'Europe, une guerre conventionnelle, et maintenant de l'inflation. Ludovic Woetz, vous êtes spécialiste du renseignement et de la géopolitique. Est-ce que pour vous, tout ceci était prévisible ? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. On va dire oui et non. On va commencer par le non. Dire que les formes exactes de ce qui se produit étaient prévisibles, non. Dire que ce type d'événement allait arriver, oui. Si on regarde l'histoire dans le temps long, et à mon avis c'est la seule manière de regarder convenablement l'histoire, on s'aperçoit qu'elle a des cycles avec des périodes d'ordre et notamment des périodes de transition. Et que nous sommes là aujourd'hui en fin de période de transition. Le début de la période de transition a démarré en 89 avec la chute du mur de Berlin. Et ce début de période de transition, c'est la fin, la dislocation de l'URSS, 91 et guerre du Golfe. Si vous vous projetez dans un avenir et que vous regardez les cycles précédents, on estimait, dès 1994, on estimait que la fin de la période de transition se situerait au plus tôt entre 2012 et 2015, au plus tard entre 2017 et 2019. On est dans des événements classiques de fin de période de transition. Donc dans ce cadre-là, c'était anticipable. On s'attendait à ce qu'il y ait des événements majeurs qui remettent en cause les cycles habituels. Au niveau de la pandémie, là encore, réponse de Normand, oui et non. Oui, parce qu'une pandémie est toujours anticipée. Vous regardez les livres blancs de la défense française, une pandémie est dedans. Vous regardez les documents américains, une pandémie est dedans. La forme même de la pandémie que nous avons vécue, bien évidemment, n'était pas anticipée. Elle était anticipable, en gros, entre le mois de novembre et janvier, novembre 2019 et janvier 2020. Mais elle était anticipable en tant que pandémie, et on aura une pandémie bien avant, de la même manière que je peux dire aujourd'hui, sans me tromper, qu'un jour, nous aurons une autre pandémie. Voilà, je peux l'anticiper. Vous dire qu'elle aura cette forme, ça devient plus difficile. Très probablement une pandémie beaucoup plus meurtrière que n'a été la pandémie du Covid. Et pour la guerre en Ukraine, et donc l'attaque russe, on pourrait dire qu'on pouvait anticiper depuis 2014. Alors, la guerre en Ukraine, c'est un autre phénomène. L'Ukraine est un pays pivot du continent européen. Et donc la guerre est de retour sur le continent européen, pas aux portes de l'Europe. Elle est de retour sur le continent européen. Alors aux portes de l'Europe politique. Elle est aux portes de l'Europe politique, et c'est là justement où nous avons un vrai souci aujourd'hui. Mais elle se situe bien sur le continent européen, dans un état pivot. Anticipable, là encore, je vais vous faire une réponse oui et non, en sachant que je vais faire aussi amende honorable, et même si je maintiens mes prévisions de l'époque. Au mois de janvier 2022, je disais, lorsqu'on m'interrogeait sur la question, est-ce que Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine? Probablement non. L'Ukraine est trop grosse pour lui. Est-ce qu'il va aller dans les régions qui l'intéressent, limitrophes, pour élargir un petit peu sa base de la Crimée? Probablement oui. Mais l'Ukraine est trop grosse pour lui, donc je ne le vois pas faire une offensive sur l'Ukraine en totalité. Pour autant, c'est ce qu'il a fait. Vous m'auriez interrogé il y a quelques semaines, vous m'auriez dit est-ce que Vladimir Poutine va mobiliser? Je vous aurais dit non, il ne mobilisera pas, parce que s'il mobilise, il rompt un accord tacite qu'il a passé avec la société russe et avec son entourage. Il l'a rompu. Donc ces deux fois-là, je me suis trompé. Pour autant, je maintiens mon analyse. Ce qui veut dire que Vladimir Poutine n'est pas dans une approche rationnelle aujourd'hui. Et qu'il ne l'est pas depuis le départ. Il est vraiment dans une approche sacrificielle, mais qui dépasse le cadre de la pure rationalité. Avoir rompu là sur la mobilisation va poser un énorme problème, puisque la guerre rentre au sein de chaque famille russe, et chaque famille va la vivre, cette guerre. Et ça rompt l'un des équilibres sociaux de la Russie, qui était grosso modo faites ce que vous voulez, mais surtout ne faites pas de politique, ne vous occupez pas de politique. Hein.
Ne vous occupez même pas des choses matérielles et militaires. C'est moi qui m'en occupe pour vous. Et de ce fait-là, je vous garantis que tout se passe bien. Je vous protège. Je vous protège. Là, ce contrat, il est rompu. Les suites vont être intéressantes. L'Ukraine, vous dites, c'est un pays pivot, mais pour quelle raison? Uniquement pour une problématique géographique ou aussi pour une problématique stratégique? Et j'ai un peu la réponse, c'est-à-dire qu'on a vu que l'OTAN commençait à frapper à la porte de l'Ukraine, quoi. Alors, la géographie et la stratégie sont souvent ensemble. Hein. C'est un petit peu ce que nous disait Napoléon déjà. C'est d'abord une zone pivot pour des raisons géographiques, par rapport à ses frontières qui sont multiples et qui touchent différents pays et différents types de populations qui ont différentes origines. Vous avez en Ukraine des gens qui veulent être attachés à la Hongrie, d'autres à la Pologne, dans un même pays, ce qui peut poser des réflexions différentes. Donc c'est un pays pivot, parce que si vous commencez à modifier un petit peu les choses en Ukraine, les répercussions se font immédiatement sur les autres pays. Maintenant, l'Ukraine dans l'OTAN, ça fait quelques années que l'Ukraine demande à rentrer dans l'OTAN, et ça fait quelques années que nous disons, quand je dis nous, hein, c'est les pays occidentaux, que l'Ukraine n'est pas en condition de rentrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Le fait que l'Union européenne dise actuellement nous entamons des discussions pour que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union européenne, en termes politiques, c'est une aberration totale. C'est-à-dire que nous ne respectons pas les propres règles que nous nous fixons. Et nous disons à un pays, vous n'avez plus besoin de les respecter puisque vous êtes en guerre. Donc il suffirait d'être en guerre pour ne plus avoir à respecter les règles de l'Union européenne. Ça, c'est déjà quelque chose qui, moi, me choque énormément. Et deuxièmement, il y a des conditions bien précises qui étaient non résolues, non remplies avant le conflit et qui ne le sont pas plus avec le conflit. Mais Vladimir Poutine a peur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou il est juste en train de reconstituer la Grande Russie et l'Empire? Je ne crois pas un instant, je peux me tromper, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je peux me tromper. Je ne crois pas un instant que Vladimir Poutine s'est inquiété du fait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est une ligne rouge pour autant qui existe. L'Ukraine, c'est la Russie. Je dis ça, c'est choquant, et c'est pas vrai. Dans l'Empire russe, dans la construction de l'Empire russe, et ce que veut Vladimir Poutine, c'est retrouver cette vision de l'Empire russe. Vous avez trois Russies. La Grande Russie, hein, la Fédération de Russie actuelle, la Russie blanche, la Biélorussie, et la Petite Russie, l'Ukraine d'aujourd'hui. Et donc pour Vladimir Poutine, l'Ukraine, ça fait partie, logiquement, de sa fondation et de son empire russe, donc de ses marges. Donc pour lui, il est hors de question que cette partie de marge aille dans le camp d'en face et ne réintègre pas la construction impériale russe. L'histoire est compliquée. Je ne sais trop si elle est partagée et commune ou pas commune, ou commune et pas partagée. Ils ont le même peuple de fondation, une tribu Vareg, qui s'installe. Mais ce n'est pas la même histoire. Et suivant de là où vous la regardez, vous pouvez tout aussi bien dire que les Ukrainiens sont les frères des Russes. On peut tout aussi bien dire que les Ukrainiens sont les pères des Russes. Donc c'est très très compliqué. Et les événements n'ont pas la même lecture des deux côtés. L'Holodomor est vécu comme tel par les Ukrainiens et complètement ignoré de l'histoire russe et soviétique. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et que l'on puisse le prétendre. Alors on a été impressionné par le retour de mots que nous on n'entend plus, mais effectivement quand Vladimir Poutine traite les Ukrainiens de nazis ou de fascistes, est-ce que c'est parce que c'est un vocabulaire, j'allais dire local, mais en tout cas ça a été est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas ça a été choquant d'entendre ces mots-là dès le début, c'est-à-dire que c'était pourquoi je justifie mon opération spéciale, c'est parce que j'ai des nazis et des fascistes qui me font du mal. Alors, c'est à usage interne, russe. Est-ce que ça correspond à la réalité? Ça correspond à une partie de la réalité historique comme de la réalité factuelle de l'événement. Il y a bien, lors de la révolution de Maïdan, des gens qui font la révolution en ayant un brassard avec une stavistka, qui font la révolution en disant leur slogan « À mort les Juifs, vive l'Ukraine ».
peut décemment les qualifier de fascistes ou de nazis. Vous avez bien aujourd'hui des combattants de toute l'Europe, hein, voire de tout l'Occident, White Power, qui viennent combattre en Ukraine contre les Russes avec des slogans extrêmement nazis. On parle de la division Azov, c'est la plus connue, mais il y en a d'autres. Ça, ce sont des faits aussi. C'est une minorité. Quand Vladimir Poutine dit « ce sont des nazis », il fait aussi référence à son histoire, à l'histoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Et pour les Russes, dans leur histoire, bien évidemment, les Ukrainiens sont des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont collaboré. Mais parce que les Russes n'ont jamais revisité leur histoire. Grosso modo, il y a 300 à 400 000 Ukrainiens qui ont collaboré au maximum. Hein. On est entre 200 et 400 000 qui ont collaboré activement avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une part que les historiens définissent et que les historiens russes montent en exergue pour dire, vous voyez, les Ukrainiens ont été nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4 millions d'Ukrainiens qui ont combattu du côté soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a pas photo, on sait de quel camp ils étaient. Mais c'est l'usage que vous allez utiliser à des fins internes pour pouvoir bouger votre population. C'est de la propagande, et de la propagande, c'est normal quand on veut faire une guerre. C'est assez logique. Le risque, c'est que vous soyez vous-même intoxiqué par votre propre propagande et qu'au bout d'un moment, vous pensiez que ce que vous dites est la vérité. Et ça devient dangereux. On a vu que ce conflit était un conflit conventionnel, c'est-à-dire avec... nous, on n'a pas l'habitude, pareil en France, parce que nous, on fait des guerres chirurgicales depuis 1991, et puis après, on fait des guerres contre le terrorisme où il n'y a que des professionnels qui sont sur le terrain. Là, on a vu revenir du vrai matériel avec des gros canons, des tanks, peu d'aviation. Est-ce que ça, c'était attendu qu'il y ait une guerre conventionnelle qui se développe comme ça? Ça aurait pu être uniquement une guerre cyber avec l'ensemble des moyens électro-techniques de l'Ukraine qui tombent en panne. Là, on est retombé sur de la guerre conventionnelle. Alors, c'est vrai vous regardez les écrits de prospective militaires, vous avez totalement raison. Lorsqu'on décrit les guerres futures, on va vous parler de cyber, on va vous parler de différentes choses, de guerre électronique, en vous disant que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette nos moyens et que le char, l'artillerie, c'est des moyens dépassés. La guerre au Mali, du moins les opérations militaires que la France a faites au Mali, depuis 2012, nous les avons faites avec des moyens lourds. Nous avons tiré plus d'obus d'artillerie au Mali que nous n'en avons tiré en Afghanistan. Donc les moyens lourds étaient déjà, des moyens lourds étaient déjà déployés au Mali. Des moyens lourds étaient déjà déplacés au Mali, à tel point qu'un des chefs d'état-major, un des anciens chefs d'état-major de l'armée française, disait que la guerre au Mali était une guerre de haute intensité. Et nous avions du mal, en différentes réunions, à dire non, c'est pas une guerre de haute intensité. La haute intensité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Par contre, c'est peut-être de la haute intensité par rapport à l'armée française et à ses moyens. Et aujourd'hui, en projection. Il est vrai que l'armée française est une armée qui a été transformée, professionnalisée avec Jacques Chirac, et qui est une armée qui est devenue une armée de projection et d'échantillonnage. Alors, échantillonnage, ça va choquer, ça choque. C'est la réalité. Ça choque pourquoi? Parce que ça a été dit par un des candidats à la présidentielle durant la campagne. Et donc, c'était malvenu de le dire. Mais la réalité, c'est que l'armée française est une armée, aujourd'hui, essentiellement d'échantillonnage. Vous avez des grands chiffres qui masquent la réalité de nos... On va vous dire que nous avons un certain nombre d'avions de combat. La réalité, c'est combien nous en avons en permanence, en état de voler et en état d'accomplir leur mission par rapport à ceux qu'on évolue à différents types de missions. La dissuasion, la police du ciel, ce genre de choses. Aujourd'hui, nos moyens sont comptés. Quand Bruno Le Maire dit on est à l'euro près, moi j'aurais plutôt la tendance à dire que nous sommes parfois à l'avion près ou au char près. Donc nos moyens sont comptés et une remontée en puissance de l'armée française, c'est de la masse qu'il faut réacquérir, du muscle et de la masse. On peut le faire rapidement, on peut le faire très vite, mais avec une déperdition énorme. Et normalement, pour le faire correctement, il faut le faire dans une durée de temps. Et ça demande du temps. Et c'est là encore du temps long qu'il faut. Il faut savoir se reprojeter dans le temps long.
L'armée française a été cassée avec les dividendes de la paix de 89, de M. Laurent Fabius, et tous les gouvernements successifs, sans aucune exception. Il n'y a pas un gouvernement qui n'ait pas cassé l'outil militaire français. Et quel que soit le parti au pouvoir, depuis 89, la logique a toujours été de faire des économies sur le dos de la défense française. Courte vue, aujourd'hui, on s'en aperçoit encore. Alors, les dividendes de la paix, ce que vous venez de nommer, c'est une citation de Laurent Fabius. C'est-à-dire que voilà. Laurent Fabius était arrivé et dit « Il est temps de récupérer les dividendes de la paix ». Tirer les profits des dividendes de la paix, tout à fait. Et qui a effectivement provoqué une déperdition, moins d'investissement sur l'armée française. Voilà, si vis pacem parabellum, ne l'oublions pas, si Vladimir Poutine attaque l'Ukraine en février, c'est aussi parce que nous n'avons pas réussi à le dissuader suffisamment. La dissuasion, c'est pour nous Français, la dissuasion, c'est une dissuasion nucléaire. Mais ne l'oublions pas, dans le stade avant la dissuasion nucléaire, il faut qu'on puisse montrer les muscles, il faut qu'on puisse dire nous sommes en capacité de te dissuader. Et c'est aussi une forme de dissuasion conventionnelle que nous n'avons pas et que nous n'avons pas su montrer. Je crois que c'est hier Jean-Dominique Merchet, qui est un journaliste spécialisé sur les questions de défense, dans un article ou dans un blog, disait que l'armée française était en capacité de tenir un front de 80 km. Ce qui n'est pas long. Ce qui est très court, on va dire autrement. On ne défendrait même pas le passage en Ardennes. Tout à fait, mais c'est peut-être pas par là qu'ils arriveraient. Mais oui. Pour la troisième fois. Ce qui est un vrai souci. Alors, les guerres de demain, les guerres du futur, ce ne serait donc pas des drones, des satellites, du renseignement, de l'électronique. Pour vous, ça va passer par de la testostérone ou du muscle, appelons ça comme on veut, du tank. La guerre est une épreuve de volonté. Et donc, vous avez besoin, pour un pays développé au stade où la France l'est, d'avoir une capacité à régler différents types. Vous êtes au Rwanda. Au Rwanda, on va vous attaquer avec des machettes. Vous n'allez pas répliquer avec des drones. Même si une attaque cyber sur la radio des collines qui incitait les Hutus et les Tutsis à s'entretuer avec manche courte, manche longue, aurait peut-être réglé le problème, vous attaquez avec des moyens ciblés. Donc on a besoin d'avoir une multitude de moyens et il ne faut surtout pas opposer un champ de bataille ou une sphère de bataille à un autre champ de bataille. On a besoin d'avions, on a besoin de drones, on a besoin de chars, on a besoin de navires, de sous-marins, on a besoin de différents outils, on a besoin de cyber, de différents outils. Et il faut donc qu'on ait une approche, peut-être pas d'un modèle d'armée complet, mais d'avoir une approche globale, une compréhension globale, pour pouvoir décider là où nous sommes, comparativement, stratégiquement intéressant, et là où nous pouvons avoir des effets. L'un des champs de bataille aujourd'hui, qui est pour moi complètement oublié par la France, bien évidemment, c'est le renseignement et le spatial, très clairement. Et pourtant, le renseignement et le spatial, on était plutôt assez bons il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on était en avance sur le renseignement pour ce qui était du Moyen-Orient ou du Sahel. Visiblement, là, le renseignement français était de qualité. Les Américains venaient le chercher. Et effectivement, on a constaté que sur la Russie, les Américains ont retrouvé là aussi quelques réflexes ou quelques liaisons qui existaient de la guerre froide. En tout cas, ils sont bons. En tout cas, les Américains ont de très bons renseignements, à l'évidence très très bien positionnés dans le sein de l'exécutif russe. Est-ce qu'ils proviennent d'anciennes passerelles qu'ils avaient ou de nouvelles? Je ne le saurais dire. Ce qui est intéressant, c'est l'usage nouveau, novateur qu'ils font du renseignement, puisqu'ils en font un usage stratégique politique, c'est-à-dire qu'ils le mettent en avant sur la scène politique, pour dire à l'avance ce que va faire l'adversaire et pour le mettre un petit peu dans un corner médiatique. Donc ça, c'est très finement fait, c'est bien fait. Ils ont du renseignement de qualité. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Leur budget de renseignement dépasse les 40 milliards par an, donc c'est énorme. On n'est pas du tout dans la même sphère. Nous avons d'autres compétences de langue et parfois de très bonnes compétences d'analyse. On a des trous. On peut avoir des trous, y compris par rapport à des moyens. On peut avoir aussi des erreurs. Parce que nous ne nous mettons pas en capacité d'entendre ou de vouloir écouter la personne qui annonce quelque chose qui déplaît. On a parlé du Mali, 2 coups d'État au Mali non vus par la communauté du renseignement française. C'est ce que nous dit le politique. En réalité, si vous êtes un tout petit peu mieux informé, vous savez qu'il y a des gens qui ont écrit des notes d'alerte en disant voilà ce qui va se passer. Mais c'est des notes d'alerte et on n'est pas automatiquement obligé de croire ce que tout le monde dit.
Donc vous avez aussi après l'analyse qui rentre en ligne de compte. Le renseignement, c'est déterminant et il convient, là encore, de revenir sur différentes réformes de renseignement qui ont été faites dans le passé en France et de se remettre en capacité d'avoir un renseignement de haut niveau. A priori, des nominations devraient intervenir dans les jours à venir en France. Du moins, il faut l'espérer et qu'elles changent un petit peu la donne. Il faut revenir à des bases du renseignement et savoir ce que l'on a besoin réellement pour être opératif sur les différents champs de bataille. Est-ce que le renseignement français n'a pas été omnibulé par le terrorisme, en fait, depuis 2001 ? Là, c'est la direction que lui donne le politique. Le politique donne un mandat à différents types de services en disant voilà ce que j'ai besoin et voilà par rapport à la menace que nous avons, ce que vous devez faire. Mais on a aussi un mélange des genres. Est-ce que la direction du renseignement militaire doit s'occuper, par exemple, du Covid ? Donc il faudrait peut-être revenir sur des bases saines, établir clairement quels sont nos outils de renseignement et quelles sont leurs missions, et leur donner les moyens. Vous avez donc suivi il y a quelques mois la problématique de la DRM, avec le général qui commandait la DRM qui a été brutalement limogé, remplacé on va dire. Direction du renseignement militaire. Direction du renseignement militaire, à qui on a reproché notamment, encore une fois, de ne pas avoir vu la guerre en Ukraine et d'avoir fait remonter des informations comme quoi l'invasion n'aurait pas lieu. Alors je vous ai dit que moi-même, ma perception était qu'elle n'aurait pas lieu parce que les enjeux étaient trop gros et que Poutine allait se casser les dents à vouloir tout envahir, ce que les faits démontrent. Mais il faut aussi dépasser cela et voir comment fonctionne par exemple la DRM. La DRM n'est pas un vrai service de renseignement militaire. Elle n'a pas des moyens humains dédiés. On fait carrière à la DRM pour cocher une case. On n'est pas choisi par la DRM pour ses appétences ou ses compétences en matière de renseignement. Elle n'a pas de moyens informatiques dédiés. C'est les moyens informatiques du ministère qui lui sont mis à disposition dans la limite de ce qu'elle peut avoir. Elle n'a pas de moyens financiers propres. Elle n'a même pas de moyens d'acquisition de renseignements propres, puisque la majorité de ces renseignements proviennent des renseignements de la DGSE. Si on peut faire d'énormes reproches à la DRM, et je suis l'un des premiers à en faire, mais il ne faut pas non plus ne pas voir pourquoi il y a cet échec. Parce que pour vous, la DGSE ne suffit pas à faire du renseignement pour tout le monde ? La DGSE est sur un champ particulier qui doit être son champ d'excellence qu'elle doit mener. Donc moi, personnellement, je suis pour qu'un militaire revienne à la tête de la DGSE pour faire ce qu'elle doit faire. La DGSE n'est pas un outil de diplomatie. La DGSE est un service secret pour faire des opérations spéciales, pour acquérir du renseignement gris ou autre que gris dans des zones qui nous peuvent être difficiles d'accès ou chez des alliés, et par des moyens qui ne sont pas des moyens conventionnels. Parce donc que il faut revenir à un service... C'est plus le cas, faites ce que vous êtes en train de dire. Si, c'est le cas, mais elle a perdu en punch et en agressivité très clairement. Sa direction la direction du renseignement de la DGSE est extrêmement compétitive. Elle a un palier renseignement économique remarquable qui nous a qui a fourni des alertes bien avant. Vous parliez tout à l'heure des sous-marins, qui a fourni bien avant tout le monde à l'autorité exécutive française des indications sur ce qui se préparait sur AUKUS et sur le renseignement. Donc il n'y a pas de problème de qualité. Il faut juste recentrer le cœur du métier de chacun et dire à la DGSE, votre cœur de métier, c'est ça. À la DRM, et faire peut-être monter la DRM d'un cran en direction centrale du renseignement militaire, votre métier, c'est ça. Et on va le réserver sur la sphère purement militaire, en schématisant combien d'hommes, combien de divisions et ce genre de choses. Je schématise à l'extrême le métier de la DRM parce que c'est pas que ça, c'est le ciblage qui est une part importante, c'est de savoir ce que font les autres, ce genre de choses. Mais en gros, la part militaire, la DGSI, vous la mettez sur un service de sécurité intérieure plutôt long terme, avec une fonction anticipatrice, et vous recréez une DCRT ou une DGRT d'un renseignement territorial de terrain, extrêmement court terme, mais très localisé, et capable de savoir ce qui se passe sur le territoire même au jour le jour. Les renseignements généraux. Les anciens renseignements généraux cassés par Nicolas Sarkozy. Alors vous avez parlé économie, et c'est intéressant parce que dans ce conflit russe et ukrainien, l'économie a une forte part. D'abord parce que les Européens et les Occidentaux en général répondent à l'agression russe par des sanctions économiques.
Visiblement, Vladimir Poutine avait complètement prévu ça, il avait l'air extrêmement préparé, il avait reconstitué ses stocks d'or, il a défendu le rouble, et il a joué sur l'énergie qu'il pouvait distribuer aux Allemands, et donc il a commencé à mettre un peu le bazar dans la belle unité européenne. Est-ce que cette guerre économique, elle est bien présente dans ce conflit-là, et elle est toujours présente finalement? Alors moi, je ne parlerai pas de guerre économique, je parlerai d'usage économique sur le champ de bataille. Et donc, on ne fait pas la guerre économique, on ne fait pas la guerre du ton ou de la monnaie, mais par contre, on utilise ce champ économique comme étant un champ opératif pour faire la guerre dans un sens plus large. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est dit dans un mot qui pour moi est galvaudé, qui est de dire que c'est la nouvelle forme de la guerre hybride, on va attaquer là où il n'y a pas que des militaires. Mais c'est en réalité toute guerre est intrinsèquement liée à d'autres sphères que la sphère purement opérative, ou là où vous mettez des militaires. Nous avons fait ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire des sanctions économiques. Et on est surpris que Poutine s'attendait à ce que nous fassions cela. Mais parce que c'est notre logique. Depuis les années 90, à chaque fois qu'on n'est pas content de quelque part, on fait une sanction économique. Donc il s'y était préparé. Alors on vous dit on va casser l'économie russe. J'y crois pas vraiment. Alors oui, il y a une récession en Russie. L'Union européenne, dans ses derniers chiffres que la France acte, parle de -10 à -6 en termes de récession. Les derniers chiffres que nous avons et qui sont plutôt corrélés à ce qu'ont les renseignements américains, et je vais dire que là-dessus on peut leur faire confiance sur certains types d'analyses, nous parlent plutôt d'une récession à -3, -2,5, -3. Donc largement moins que ce que l'on espère. Donc oui, bien évidemment, les sanctions économiques ont des conséquences sur l'économie russe. Est-ce qu'elles ont les conséquences que l'on espérait? Absolument pas. D'abord parce que bien évidemment, ils s'y étaient préparés et ils les attendaient. Là où on est puéril et naïf, c'est quand j'entends la présidente de l'Union européenne, Madame von der Leyen, qui se plaint que Vladimir Poutine utilise l'énergie comme une arme contre les sanctions, alors même que nous imposons un train de sanctions à la Russie. L'anticipation de nos politiques, là, pose problème. Comme si nous avions le droit, nous, de faire des sanctions à des pays, mais que surtout, eux, n'ont pas le droit de nous faire des sanctions. Et on découvre, là, brutalement, les Allemands en premier plan, mais l'Union européenne découvre que le miracle économique allemand des 30 dernières années, industriel, j'entends, et sa partie sociale, est exclusivement lié à la possibilité qu'a eu l'Allemagne, depuis l'Ostpolitik, d'acheter à bas coût un gaz russe. Que l'abandon de ce gaz russe casse l'économie russe, l'économie allemande, excusez-moi, les industries allemandes. Et nous payons aujourd'hui en France et en Europe 30 ans, non pas l'inflation sur l'énergie n'est pas liée à l'Ukraine. La cause directe, c'est l'Ukraine. Mais le mouvement de fond qui fait cette inflation énergétique et ce problème énergétique pour l'Union européenne, c'est 30 ans de croyance en une capacité d'avoir une énergie à bas coût grâce au pétrole et au gaz russe sans risque. Ce qui a conduit tous les gouvernements européens à vouloir privilégier des énergies autres, type renouvelable, type gaz, au détriment de la seule énergie qui est pleinement souveraine pour nous, Français, qui est le nucléaire. Et vous aboutissez à, depuis le gouvernement Juppé I avec Mme Corinne Lepage, qui a lancé le mouvement, à une cassure de notre système électrique, EDF, et de nos centrales nucléaires, qui aboutissent qu'aujourd'hui, en plein hiver, on vous dit que notre électricité est trop chère, qu'il va falloir se restreindre. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a une pression interne en Europe, des écologistes, pour les nommer, qui finalement, pour les différents gouvernements, pour quelques pourcentages, quelques voix, vont casser l'outil nucléaire. Le gaz russe a permis aux Allemands, au gouvernement allemand, de négocier avec les Verts allemands une transition écologique qui n'en était pas une, parce qu'ils avaient une énergie qui leur permettait de tenir. Et face à cela, ils ont cédé à toutes les sirènes des écologistes et ils ont mis à mal le nucléaire français. Donc ils nous ont mis en position d'accusés. Et nos gouvernements en France, gouvernement très clairement François Hollande, Emmanuel Macron, pour ne pas les citer, ont fait des pactes diaboliques, politiques, avec les Verts en sacrifiant une partie de notre outil industriel et de notre souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, on en paye le prix.
C'est pas cet hiver où on va s'en apercevoir le plus, hein, paradoxalement. C'est l'année 2023 où les gens vont s'en rendre compte parce que industriellement, nous avons des industriels qui ne pourront plus produire sur le continent européen parce qu'ils ont des coûts énergétiques bien trop élevés. Donc soit ils vont mettre la clé sous la porte, soit ils vont devoir délocaliser. Soit réduire la production. Ce qu'a l'air de dire la patronne de Engie qui dit qu'elle a ses clients professionnels qui ont réduit déjà leur consommation de 30%. Moi, je pense même que certains vont l'arrêter totalement parce qu'ils ne pourront pas la finaliser. Donc l'arrêt se fera sur notre continent, soit ils arrêteront définitivement, soit ils iront produire ailleurs parce que les coûts énergétiques seront trop élevés. Notre découplage énergétique, il est réalisé. Ça met... Si on anticipe les choses, les deux grands perdants de ce découplage énergétique, c'est l'Union européenne et la Russie. Parce que la Russie va avoir énormément de mal, et ça va lui demander du temps et de l'argent pour réorienter ses flux énergétiques vers l'Asie. Parce que même si demain la paix se fait en Ukraine, notre confiance en l'énergie russe, elle est quand même largement touchée. En plus, il y a 2 pipelines qui ont eu un petit problème récemment. Le seul pays dont on ne peut pas accuser le sabotage, à mon avis, c'est les Allemands. Après, les autres, tout le monde y a un intérêt, hein, les Américains comme les Russes. On pourra en parler, mais les deux parties ont y intérêt. Mais le découplage énergétique, il est fait. Les Russes sont perdants. Et le deuxième grand perdant de ce découplage énergétique, il faut en être vraiment conscient, et c'est pour plusieurs années, c'est l'Union européenne. Alors justement, on entend quelques voix s'élever en disant tout ça arrange bien les Américains. Parce qu'ils vont réussir à vendre du gaz liquéfié très rapidement, parce que justement les Russes vont avoir des difficultés à refourguer leur gaz à bas coût, même s'ils ont trouvé un peu le moyen de le faire par les Chinois. Vous y croyez, vous, à cette... Alors moi j'appelle ça un peu le fantasme de la CIA qui dirige le monde, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets encore comme ça ? Alors, je n'y crois pas, je ne suis pas complotiste et je n'y crois pas. Mais force est de constater pour autant qu'au mois de juillet 2022, les compagnies pétrolières américaines ont fait 100 milliards de bénéfices sur le dos des clients européens entre le 24 février et le mois de juillet 2022. 100 milliards de bénéfices du fait de la guerre en Ukraine. Force est de constater que le gaz, le GNL, le fameux GNL américain qui nous est livré, a eu une augmentation extrêmement conséquente. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les pays européens disent aux Américains « il faudrait que vous baissiez le prix du GNL que vous nous livrez ». Les Américains nous répondent « c'est un prix de marché qui est défini entre le vendeur et l'acheteur ». En parallèle, les Américains négocient avec les Saoudiens que les Saoudiens augmentent leur production pour faire baisser le cours du pétrole. Donc quand ça arrange les Américains, ils aiment bien que l'énergie soit moins chère. Quand c'est eux qui la vendent, ils nous disent non, il faut que là, vous l'achetiez au prix du marché. Les Américains, très clairement, tirent profit au niveau énergétique, c'est une évidence, de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'après, c'est moralement défendable lorsque vous êtes allié politique dans une guerre? C'est autre chose. Mais très clairement, les entreprises américaines en tirent un bénéfice. Ce qui ne veut pas dire que les Américains ont fait en sorte que la guerre en Ukraine éclate pour des motifs énergétiques ou pour d'autres motifs. Oui, vous ne faites pas le lien de causalité. Non. Par contre, ils en tirent bénéfice, oui. Les Américains sont des gens pragmatiques. Hein. Donc ça ne les dérange pas du tout. Alors, il y a un autre bloc et puis un certain nombre, mais un bloc dont on commence à vraiment parler, c'est la Chine. Est-ce que justement les conflits du futur, les guerres du futur seront liées au bloc chinois et à quelle échéance selon vous? Alors, ce que l'on voit apparaître au niveau de la scène internationale, c'est non pas une multipolarité, mais ce que j'appelais moi une hétéropolarité, c'est-à-dire des pôles, des zones d'influence qui ont différentes tailles, différentes compétences, différentes manières d'exprimer la force, différentes philosophies. Donc quelque chose de très hétérogène, chacune avec ses propres sphères d'influence. C'est ce qui est en train de se mettre en place, que ce soit avec la Turquie qui essaye de le faire, l'Arabie Saoudite dans son coin, ou encore les Émirats Arabes Unis avec la diplomatie de MBZ. L'Iran, si elle avait plus de moyens. L'Iran, si elle avait plus de moyens, on pourra parler de l'Iran. Je pense que l'Iran connaît quelque chose d'extrêmement intéressant. Et bien évidemment, la Chine. Maintenant, quand vous me dites les guerres de demain et ce genre de choses,
2023, c'est 2 centenaires pour la Turquie. C'est le centenaire du traité de Lausanne et c'est le centenaire de la République. Erdogan doit se faire réélire, si ma mémoire est bonne, en juin 2023. Je crois que la date de l'élection, c'est 18 juin. Mais bon, on va dire juin 2023. Moi, je suis aujourd'hui extrêmement inquiet de savoir quelles vont être les ambitions de la Turquie vis-à-vis des îles grecques. Donc là, on est dans l'OTAN, dans l'Union européenne, dans la Méditerranée, en 2023. Et si vous me dites aujourd'hui, ou si vous me posez la question en me disant la toute prochaine guerre, celle qui vous fait le plus peur immédiatement en termes de délai de temps, je vous dirais que moi je crains que la situation entre les Turcs et les Grecs se dégrade fortement dans les 6 prochains mois. Donc avec un potentiel de conflictualité, c'est-à-dire des affrontements. Est-ce que ça sera vite réglé? Je pense que là, y compris les Américains, y compris l'Union européenne, dont la France en premier lieu, feront comprendre à la Turquie qu'il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain-là. Mais là, vous êtes sur une année 2023 qui est une année qui va être difficile parce que la Turquie connaît des centenaires historiques, une élection, et que Erdogan en difficulté va certainement jouer l'un avec l'autre, et qu'il a un adversaire idéal, c'est la Grèce. Donc on est sur une période de tension. Sur la Chine était inscrite dans le temps long, notamment avant le mandat à vie de Xi Jinping. Elle a toujours dit que son horizon de temps long, c'était 2049. Un anniversaire. Là, encore une fois, un centenaire. Hein. On a eu la même réflexion ensemble. Le centenaire donc, du Parti communiste, comme quoi les dates historiques comptent hein, pour les peuples et dans l'imaginaire politique. Et donc, elle visait 2049 et elle disait « je serai redevenue la première grande puissance mondiale à ce temps-là ». Nous sommes dans une accélération du temps. Il y a encore 5 ans, 7 ans, on estimait que l'Inde dépasserait en termes de population la Chine vers 2032. Aujourd'hui, nos chiffres nous indiquent que l'Inde va dépasser la Chine en termes de population en 2027, c'est-à-dire demain matin. Grand bouleversement, première fois dans l'histoire de l'humanité que la Chine ne sera pas le pays le plus peuplé, et elle ne sera pas le pays le plus peuplé au monde par un pays qui habite dans la même sphère géographique. Donc là, on a des similitudes historiques, donc on a un potentiel d'affrontement. Un affrontement entre la Chine et l'Inde, c'est un affrontement qui peut avoir lieu. Il faut l'avoir en tête. Donc c'est une accélération du tempo. Deuxième accélération du tempo, Xi Jinping se fait un mandat à vie et nous indique que la réunification de Taïwan doit avoir lieu de son vivant. Le monsieur n'est pas tout jeune. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 70 ans de Vladimir Poutine. Donc on peut lui souhaiter très bon anniversaire au président russe. Je pense que Xi Jinping est à peu près de la même génération. Donc ce qui raccourcit le temps d'une réunification avec Taïwan. Donc la probabilité d'une intervention chinoise à Taïwan est bien évidemment scrutée par tout le monde. Tout dernièrement, les exercices chinois d'embarquement et de débarquement de matériel militaire dans des ferries civils nous a alertés sur ce qu'ils pouvaient en faire. Bien évidemment. On rappelle que Taïwan est une île. Et Taïwan est une île. Faut débarquer. Où il faut débarquer. Et les derniers exercices chinois déclarés comme tels, tout à fait en ordre par rapport au droit international, vous déclarez que vous allez faire des exercices. Là, c'était des exercices navals. Ils nous ont déclaré des zones dans lesquelles ils allaient faire leurs exercices en disant « venez pas là puisque nous faisons des exercices, donc évitons les incidents ». Ces zones étaient tout autour de Taïwan et notamment coupaient tous les axes de communication de Taïwan. Donc c'est des choses qui, bien évidemment, se préparent là aussi à l'avance. Il est intéressant de suivre, d'ailleurs, dans la littérature militaire chinoise, le regard qu'ils ont de la guerre en Ukraine. Et tout autant intéressant de suivre ce qui se dit sur la guerre en Ukraine dans les médias sociaux chinois, où il y a des experts militaires qui interviennent. Et aujourd'hui, la Russie est plutôt qualifiée de doigt, c'est-à-dire de petits perdants, enfin de petites puissances et de perdants dans la guerre en Ukraine. Donc les Chinois suivent ça avec attention et on ne peut pas douter un instant qu'ils en tireront des enseignements par rapport à leurs propres préparatifs sur une réunification avec Taïwan. On est bien d'accord que sur Taïwan, les Américains ne laisseront jamais passer ça. Alors, officiellement, c'est le discours américain. J'aurais tendance à dire qu'ils ne laisseront jamais passer ça tant qu'ils auront besoin de Taïwan.
C'est Joe Biden hier qui inaugurait un investissement de 100 milliards de dollars pour la construction de puces, je crois, aux États-Unis. Sur les semi-conducteurs. Effectivement, voilà. Taïwan est un très gros producteur de semi-conducteurs. Donc, je dirais que j'accorde une confiance aux Américains tant qu'ils ont besoin de nous. Donc, je serai taïwanais, je ferai extrêmement attention à cela. De la même manière, hein, on peut faire un nombre important de ricochets. Si jamais Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire, ou s'il en testait une prochainement, il pourrait très bien tester quelque chose prochainement dans la mer de Kara. Il enverrait un signal qui serait compris par différents pays comme étant sans armes nucléaires, je ne suis rien. Et je serais taïwanais aujourd'hui, j'en tirerais les conséquences. Je serais japonais, j'en tirerais les conséquences. Qu'on soit clair, ça signifie que ces pays-là vont se poser des questions. Au-delà de l'usage des semi-conducteurs et donc de la force économique de Taïwan, il y aurait quand même aussi un vrai basculement de leadership impérial, si je reprends ces termes-là. C'est-à-dire que là, les Américains, si les Chinois s'étendent jusque-là et commencent à mettre en place le plan de 2049, les Américains risquent de dire mais on ne va plus être les premiers. Bah, la première inquiétude, c'est... Et ils ne laisseront pas faire. C'est ce qui se passe avec les îles Salomon aujourd'hui, qui attire l'attention de tout le monde. Et en réalité, si on regarde bien une carte, on s'aperçoit que ça fait des années que les Chinois, non, au-delà de la route de la soie, que les Chinois, dans toute cette zone du Pacifique, ont commencé à prendre appui dans des îles pour pouvoir les contrôler autour. Donc les Américains ne s'en aperçoivent pas que là, mais on voit très très clairement qu'il y a une montée en puissance de la Chine et que les États-Unis n'entendent pas accepter cette montée en puissance. C'est ce que vous avez un livre là-dessus qui est le piège de Thucydide. C'est-à-dire que l'empire dominant, sentant qu'il va s'écrouler, fait la guerre. Oui, ou est contraint de faire la guerre parce que l'empire qui monte veut lui prendre sa place. Ça ne marche pas à tous les coups dans l'histoire, mais la majorité des cas, ça s'est passé comme ça. Là, on risque d'assister à quelque chose d'extrêmement dangereux, mais de potentiel. La Chine grandit vite, hein, y compris militairement. Je rappelle que la Chine, c'est grosso modo entre 18 et 36 mois pour construire l'équivalent de la Marine nationale française, hein, en fonction de ce que l'on veut prendre. Mais donc elle grossit très très vite, et les Américains sont la puissance dominante qui n'entendent pas céder la place aux Chinois. La guerre économique, pour reprendre votre expression, que Donald Trump avait enclenché avec la Chine, ce n'était que le devant de la scène. Pour les stratèges américains, il s'agissait très clairement d'une guerre technologique et surtout de reprendre le leadership technologique pour éviter de perdre la parité stratégique. Très clairement. Donc ça, c'est des enjeux bien évidemment majeurs pour le monde de demain. Vous avez parlé de la dissuasion nucléaire et donc de l'apparition de ce mot. Alors moi, je ne connaissais pas ce mot, le nucléaire tactique. Voilà, on connaissait le nucléaire stratégique en France avec le plateau d'Albion longtemps, nos sous-marins, etc. Et là, on découvre le nucléaire tactique, c'est-à-dire un nucléaire en clair qui va pas loin. Hein. C'est un missile qui fait 500 km et qui va aider une artillerie. C'est nouveau ou... Alors, c'est absolument pas nouveau. D'accord. Alors, je vais peut-être me tromper dans les dates, c'est 53 ou 55. Les Américains ont testé un canon donc nucléaire, c'est-à-dire un canon qui envoyait des obus nucléaires. Hein, donc on était vraiment dans l'artillerie bas de gamme, entre guillemets, courte portée. Nucléaire tactique, la France en a eu, il ne faut pas l'oublier. Hein, on a eu les missiles Pluton et on avait le programme Hadès qui devait les remplacer, que François Mitterrand a arrêté avec justesse, et on a arrêté d'avoir une vision nucléaire tactique en France à ce moment-là, c'est-à-dire ce que vous disiez précisément, l'usage du nucléaire à très courte portée. Notre dissuasion nucléaire, elle est une dissuasion, donc qu'on soit bien d'accord. Hein. Nous, dans notre conception, ce n'est pas une arme d'emploi. C'était un emploi politique permanent, mais ce n'était pas un emploi militaire. C'est fait pour dire « je vous dissuade de me frapper » parce que je me mets en capacité de vous frapper vous-même si vous le faisiez. Pour autant, de vous détruire. Et de vous détruire ou détruire un certain nombre de vos centres. Pour autant, dans la dissuasion nucléaire française, après l'abandon du tactique, nous avons, nous, conservé, hein, on l'a toujours aujourd'hui, la notion de premier avertissement, qui serait délivré normalement, en toute logique, par un missile nucléaire ASMPA,
porté par un avion, et nous délivrerions une frappe, ce qu'on appelle d'ultime avertissement ou de premier avertissement, de disant, voilà, nous vous frappons, il faut arrêter et redescendre. Donc, ne plus escalader, mais désescalader. Nous l'avons, et nous avons cette capacité de frappe en premier, puisqu'elle reste dans notre logique nucléaire. Notre dissuasion est paradoxalement un superbe outil qui nous coûte peu cher, qui marche même remarquablement et qu'il nous faut conserver, et que la guerre en Ukraine, à mon sens, revitalise. Si la France peut parler à Vladimir Poutine, c'est bien parce que nous sommes une puissance nucléaire. Si nous sommes en capacité de dire à Vladimir Poutine, tu ne dois pas aller plus loin, et nous sommes le seul pays européen à être en capacité de le dire, c'est bien parce que nous avons une puissance nucléaire. Nous sommes une puissance nucléaire. Si nous avons voix au chapitre au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est parce que nous sommes une puissance nucléaire. Poutine va parler nucléaire avec les États-Unis. À un moment donné, il sera obligé de parler avec la France. Donc, ne pas abandonner cet outil qui est remarquable et qui nous coûte relativement peu cher pour l'usage que l'on en fait. J'insiste, hein, c'est pas un usage militaire, c'est pas une arme d'emploi militaire dans la conception française. Il n'est pas là pour être employé sur un champ de bataille, pour produire des effets militaires nous permettant de gagner une guerre sur un champ de bataille. C'est un outil de non-emploi militaire, mais d'emploi politique permanent. En permanence, le président de la République française, quel qu'il soit, utilise la dissuasion nucléaire pour pouvoir parler, exprimer les intérêts français et les maintenir. Parce qu'on se dit que finalement, cette dissuasion n'a pas dissuadé Poutine de faire une guerre aux portes de l'Europe, si on reboucle. Elle n'est pas là pour ça, puisque notre dissuasion nucléaire n'est même pas là pour préserver officiellement les frontières de l'Union européenne, les frontières de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de n'importe quel autre pays. La dissuasion nucléaire française est là pour être mise en œuvre lorsque les intérêts vitaux de la France sont menacés. Et nous sommes suffisamment ambigus dans la définition de nos intérêts vitaux, que nous ne définissons même pas, pour pouvoir laisser toute latitude au président de la République, quel qu'il soit, pour pouvoir dire à un adversaire éventuel, vous risquez de franchir la ligne mettant en jeu nos intérêts vitaux, et donc l'emploi par la France de la dissuasion nucléaire. Elle n'a jamais été conçue pour dire je vais garantir à tel ou tel pays qu'il sera à l'abri d'une attaque conventionnelle parce que je le protégeais avec mon arme nucléaire. Ça n'a jamais été l'objet. Ce n'est même pas l'objet vis-à-vis de la France. La dissuasion nucléaire n'est pas là dans une prétention à dire vous n'avez pas le droit d'envoyer des chars chez moi parce que j'ai la dissuasion nucléaire. Sinon, on n'aurait que ça, on n'aurait pas là. La dissuasion nucléaire, c'est là pour dire attention à ce que vous faites parce que vous risquez de mettre mes intérêts vitaux en jeu. Et si vous les mettez, vous ne pouvez pas connaître à l'avance ma réponse. Et dans le cadre de ma réponse, je peux être amené à utiliser une arme qui fonctionne, qui est la dissuasion nucléaire. Alors, je vais vous poser une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va finir par arrêter de crier au loup et mettre en application ces menaces d'usage du nucléaire? Je ne pense pas qu'il crie au loup. Je pense que Vladimir Poutine avait 3 cartes en main lorsqu'il attaque l'Ukraine le 24 février. La première carte, c'est une victoire rapide de l'armée russe, plus puissante, plus forte, plus d'équipements, plus moderne, plus que tout ce que vous voulez. Et il échoue. Première carte, échec. Deuxième carte, annexion des territoires et mobilisation partielle de la population dans ce qu'il appelle dorénavant une guerre qui peut se dérouler sur les territoires russes, puisqu'en les annexant, il les définit comme étant des territoires russes, pour essayer de préserver son acquis. Donc il est en recul sur la table de négo, hein, très clairement, il est en recul, il n'est pas en position de force, mais il essaye de rétablir un petit peu la situation pour pouvoir se remettre en position de discuter et de négocier. La troisième carte qui lui reste, c'est la carte nucléaire. Il faut en avoir conscience. Est-ce qu'une victoire russe est possible? À mon sens, la victoire russe est impossible en Ukraine. Est-ce qu'une défaite russe est possible? Je pense qu'elle est tout autant impossible du fait de l'arme nucléaire russe, qu'il ne faut pas mésestimer. Est-ce qu'il va s'amuser à faire une frappe nucléaire sur un objectif militaire ou civil? Ça serait une première depuis Hiroshima. Je
je rappelle que dans son discours, le point saillant qui n'est pas mis en avant, souvent, c'est qu'il fait référence à Hiroshima, mais il fait référence à Hiroshima non pas comme étant le dernier point qu'il ne faut pas renouveler, mais comme étant le précédent. C'est-à-dire qu'il dit ouvertement Hiroshima et Nagasaki, c'est un précédent historique que les Américains ont fait. Sous-entendu, pourquoi eux auraient-ils le droit de faire un précédent et je n'aurais pas le droit lorsque je me sens menacé sur le territoire, je le rappelle, de la petite Russie, dans la conception impérialiste russe, c'est-à-dire dans sa conception sur son territoire. Et autre possibilité, est-ce qu'il ne serait pas tenté, pour ne pas escalader opérationnellement, de faire un test de démonstration d'une arme nucléaire russe, par exemple prochainement dans la mer de Kara, pour dire je fais un test d'une arme nucléaire russe, ce n'est pas une frappe, c'est un test, interprétez-le comme vous voulez. Je montre que je peux utiliser. C'est-à-dire que je montre que j'en ai, que je peux l'utiliser et que ça fonctionne. Alors quand on voit ces images de trains, alors on ne sait jamais parce que ça reste une guerre, donc il y a beaucoup de guerres de communication et donc quand vous... Ça fait partie de votre langage stratégique. Quand on parle de la France et de son premier avertissement ou de son ultime avertissement en fonction de comment on le... Pourquoi est-ce qu'on le fait par rapport à un avion avec un missile? On le fait parce que l'avion il décolle d'une base et qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité. On montre que l'avion décolle, il a décollé, il a un missile, on ne plaisante plus. C'est la visibilité que ne nous donne pas le sous-marin. Le sous-marin, lui, c'est la discrétion, la vulnérabilité. L'avion, les faces, c'est de dire « je vous montre que je viens de décoller ». On rigole plus du tout. On veut discuter, mais attention, l'avion a décollé. On fait décoller régulièrement nos avions, on fait des exercices très régulièrement, ce qu'on appelle les exercices poker. On en a encore fait il y a quelques semaines en France. Donc des exercices de pénétration pour pouvoir démontrer à tout le monde qu'on a cette capacité-là. Mais ça fait partie de la visibilité. Donc je ne sais pas du tout si le fameux train qui transporte la fameuse torpille Poséidon, c'est réel ou si c'est des armes qui étaient destination de la frontière ukrainienne. Je n'en sais rien à ce stade. Mais ça fait partie de la gesticulation nucléaire, parfois de dire « je déplace des choses pour que vous puissiez bien les voir, parce que je vous parle et il faut qu'on se parle ». Ça fait partie aussi de notre principe à nous, quand on fait décoller un avion nucléaire, c'est bien pour dire c'est pas n'importe quoi qui vient de décoller. Donc ça en fait partie, il faut le prendre au sérieux. La guerre est une chose sérieuse. Merci Ce qui se passe en Ukraine est sérieux. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Tous ces points d'entrée sur la géostratégie, sur l'avenir de notre monde. Évidemment, tout ça est hyper complexe, on l'a bien compris, que ça ne se fait pas avec des raccourcis. Vous avez pris le temps et on vous a laissé le temps de démontrer, d'expliquer, de raconter tout ça. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre invitation.